Mesdames et messieurs, bonjour. Félicitations d'avoir le courage d'être encore là alors que tout le monde a plutôt tendance à s'endormir après un aussi bon repas. J'ai été très touché par la présentation qu'on vient de voir de la vallée de Joux. Ça me rappelle de très vieux souvenirs. Mon père était le commandant du régiment 41 avec tous les forts de cette région et on allait de temps en temps avec lui, on l'accompagnait sur le terrain. Et voilà, ça me remet un petit peu en phase avec mon enfance. Et puis, j'ai eu l'occasion de poursuivre ma carrière un peu à travers le monde entier. J'ai travaillé dans une centaine de pays, j'ai vécu dans 15. Et je suis en train de faire mon comeback dans le pays de Vaud. Et c'est quelque chose qui touche le cœur que de se retrouver finalement de nouveau chez soi. Ce que je vais essayer de discuter... C'est parfait. Celui de la Poste, je l'ai vécu comme s'il avait duré 3-4 ans. Parce que chaque minute avait une intensité qui faisait que... Par contre, ça a été une aventure, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais ça a été une aventure extrêmement intéressante. C'est difficile dans notre pays, même quand on a une expérience, parce que j'avais une forte expérience de ce secteur, c'est difficile de faire changer les choses trop rapidement. Ce qu'il faut, c'est d'abord se constituer le réseau, s'assurer les appuis du réseau, et ensuite le facteur temps peut s'accélérer. Mais sans l'appui d'un réseau, ça prend beaucoup plus de temps, ou c'est une mission pratiquement impossible. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, j'ai réfléchi autour de 3 thèmes. Je suis bien content que Xavier Comtesse ne soit pas là, parce que je vais parler de démographie, sans ça j'allais me faire allumer. La démographie et les flux migratoires, mais au niveau international, puis quelques réflexions sur l'urbanisation, puis peut-être qu'on s'arrêtera là, parce que je vais rester dans les 50 minutes du temps imparti. Avec, s'il nous reste un tout petit peu de temps, quelque chose sur les constructions vertes, mais je préfère aller au rythme naturel. J'avais préparé une présentation, tout ça, ça sera dans les annexes, et puis ceux qui ont envie peuvent aller voir le reste. Quand vous regardez sur devant vous, vous voyez sur la partie droite l'évolution exponentielle de la population. C'est quand même assez impressionnant de se dire que jusque vers les années 1950, on avait une croissance lente et que la population mondiale a pratiquement quadruplé depuis que certains d'entre nous sont nés. C'est très impressionnant. Plus impressionnant encore, c'est quelques chiffres. Lorsque vous regardez l'évolution de la population mondiale, bon, je ne vais pas remonter à il y a 10 000 ans, mais enfin, il y a 10 000 ans, on est un peu au début de la période pharaon. La population mondiale, c'était entre 1 et 10 millions d'habitants pour le monde entier. À l'époque du Christ, qui nous paraît proche, puisque c'est notre culture, notre civilisation, eh bien, on va se retrouver probablement avec 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, c'est, allez, 20% de l'Inde aujourd'hui. Impressionnant. 100 millions d'habitants, la population mondiale. Et vous voyez, on monte aux alentours de 1500, Renaissance, très près de chez nous. Eh bien, nous n'étions encore qu'un demi-milliard. Et ça monte de façon extrêmement rapide pour atteindre aujourd'hui la barre des 7 milliards d'habitants qui ont été franchis ce printemps. Donc, comme sur beaucoup d'autres choses, il n'y a pas que la technologie, mais il y a aussi notre population. Tout ça a explosé au cours des temps qu'on pourrait dire récents. L'autre chose qui est intéressante, en bleu, vous avez la population mondiale des pays développés, et en vert, la population des pays en voie de développement. Donc on est juste au milieu de cette phase où on a l'explosion de la démographie des pays émergents. Et parmi les choses intéressantes que nous avait dit Xavier Comtesse tout à l'heure, il y a un certain rapport
entre économie et démographie. Vous allez voir, il y a des fois un écart dans le temps, mais il y a quelque chose de vrai. Autant, on me disait il y a encore 20 ans, oh là là, les pays qui ont une natalité excessive, c'est des pays voués à la pauvreté. Aujourd'hui, vous avez des pays, notamment en Asie du Sud-Est, qui considèrent que leur première force, c'est leur taux de natalité, et que le reste, presque automatiquement, suivra. En une génération, la pensée autour de la notion de natalité s'est inversée à pratiquement 180 degrés. La croissance démographique, on est 7 milliards, on sera d'ici 2030 à 8,5 milliards, dont, ce qui est intéressant, 2 milliards à peu près de moins de 20 ans, ça c'était prévisible, mais 1 milliard qui sont au-delà de l'âge de la retraite. 60% de la population mondiale vivra dans des villes en Asie et en Afrique. 1 milliard de personnes vont vivre dans un autre pays que celui où elles sont nées. Le PNB mondial, donc la croissance économique du monde, va être plus rapide que celle de la démographie. Il y a pas mal de gens qui pensent que c'est l'inverse. Non. Il y a même des économistes qui prédisent que l'économie devrait croître 7 fois plus vite que la démographie. L'Asie et les pays émergents vont se retrouver avec une croissance très rapide. L'Europe et les États-Unis en baisse. 20% de la population va se retrouver, 20 pays et 40% de la population mondiale va se retrouver dans des zones où on sera en déficit d'eau. Si aujourd'hui, les Chinois consommaient la même quantité d'eau par habitant que les Américains, nous aurions déjà sur la Terre un déficit de 20% de l'eau potable dans le monde. Et puis vous avez un développement extraordinaire de nouveaux secteurs de l'économie qui vont révolutionner le monde. Pas seulement le monde développé, mais le monde en développement. Ça va être la biotechnologie, les clean tech et la nanotechnologie. Et c'est très intéressant de constater que, par exemple, dans les pays d'Afrique, la non-infrastructure de ces pays est compensée aujourd'hui par le téléphone mobile. Donc les nouvelles technologies viennent remplacer l'absence d'infrastructures traditionnelles. Cette croissance démographique, vous la voyez sur ce chart, où, ça c'est pas une surprise, l'Afrique va être, non pardon, l'Asie va être la part dominante, mais ce qui est une surprise, c'est que le deuxième acteur, ça va être le facteur africain, avec évidemment des taux de natalité qui sont très élevés, avec aussi des taux de mortalité, sida et autres, mais c'est très impressionnant. Ici, vous avez les répartitions et les densités de la population à travers le monde. Bien sûr, vous avez les poches du sud de l'Asie, avec l'Europe et avec la partie ouest des États-Unis, qui sont les zones de concentration. Ce chart vous montre l'évolution qui se produit dans pratiquement tous les pays entre l'évolution du taux de natalité et du taux de mortalité. Alors ce qui se passe, c'est que dans presque tous les pays en développement, on commence par avoir une incidence sur le taux de mortalité. On va réduire notamment la mortalité infantile et c'est seulement ensuite qu'on va réduire un peu le taux de natalité, ce qui signifie cette espèce de gonflement de la courbe pendant, en général, 10 à 15 ans, peut aller jusqu'à 20 ans, qui crée une explosion démographique qui peut-être par la suite pourra se résorber partiellement. Le vieillissement démographique. Regardez, s'il vous plaît, la partie bleue de ce graphique. La partie bleue, c'est les pays où vous avez une forte proportion de gens au-delà de 65 ans. Ça, c'est aujourd'hui. Sans surprise, c'est l'Europe, les États-Unis et le Japon. Eh bien, vous vous projetez quelques années en avant, 2025, et regardez ce que la partie bleue est devenue. Le monde va
vers un vieillissement rapide, et ça entraîne tous les problèmes évidemment qu'on sait de sécurité sociale, AVS, soins des personnes âgées et autres. La pyramide qui avait été mentionnée lors de la première intervention, vous voyez très bien qu'en début de vie, en fin de vie, on est à peu près sur les mêmes chiffres, mais vous avez un gonflement de la population vieillissante à travers les années. La courbe bleue vous montre, et ça c'est intéressant, que aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent, que les pays développés sont des pays de vieux et que les pays en développement sont des pays de jeunes, la courbe bleue vous montre l'accroissement de la population vieille dans les pays émergents et notamment en Chine. La Chine ayant une politique pendant de très nombreuses années d'un seul enfant, on va se retrouver avec un problème qui va être majeur, qui sera celui d'une population qui partira à la retraite, qui sera surnumérique, avec trop peu de jeunes qui seront capables d'assurer, d'où la nécessité en Chine de stimuler l'immigration pour maintenir un certain équilibre dans la pyramide des âges. La croissance nette de la population par région. Là aussi, vous voyez des choses intéressantes. L'Asie, en 2050, aura à elle seule à peu près 5,2 milliards d'habitants. L'Asie représentera le 58% de la population mondiale. Et ce qui est aussi peu connu, la Chine ne sera plus le pays le plus peuplé du monde, ce sera l'Inde. D'ailleurs, un peu plus tard, vous le verrez quand on regardera les grandes villes, les grandes mégapoles, vous vous rendrez compte qu'il y a finalement assez peu de mégapoles chinoises. Ce sont plutôt les mégapoles du sud de l'Asie qui vont prendre la relève. L'Afrique, eh bien, aujourd'hui est à 800 millions d'habitants et elle va se retrouver en 2050 de 800 à 1 milliard 800 000. Donc ça fait, elle va plus que doubler cette population africaine, alors que celle de l'Amérique latine va augmenter à peu près d'un tiers et que l'Europe va se vider de 95 millions d'habitants. Donc lorsqu'on voyait toutes les statistiques sur le canton de Vaud tout à l'heure, il faut se dire qu'on va se retrouver avec un canton qui va avoir plus 1, plus 1,5, plus 2% d'augmentation de la population, mais dans une Europe qui, elle, se retrouve avec des taux extrêmement négatifs, et Xavier Comtesse le mentionnait, j'ai les mêmes chiffres, à peu près 1 million de personnes en moins en Allemagne. C'est très impressionnant. Si vous regardez l'évolution maintenant graphique, vous voyez que le grand triangle vert du milieu, c'est l'évolution de l'Asie, et de nouveau cette surprise que le triangle rouge qui est tout au sommet, c'est l'augmentation de la population africaine. Vous voyez à quel point celle-ci est en train de croître, alors que, évidemment, en Europe ou en Amérique du Nord, on est sur des stagnations. Une question est de savoir quelle est l'évolution démographique versus l'évolution économique. Ce matin, la thèse était faite que c'est la même chose, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que lorsque vous avez une situation économique qui est favorable, bien sûr, les gens viennent là où il y a du travail et là où il y a de la capacité de gagner bien sa vie. Mais ça prend un certain temps, et aujourd'hui on est encore dans une situation où la croissance démographique se situe ailleurs de là où se trouve la croissance économique, et on le verra dans un instant à travers les flux migratoires. Les flux migratoires, bien vous avez les migrations pour raisons économiques, et dans un moment on verra les migrations pour raisons politiques. Pour raisons économiques, en général c'est la pauvreté des pays du Sud, Afrique, Amérique latine, l'Asie du Sud, c'est le manque de postes de travail, c'est la faiblesse du pouvoir d'achat, c'est, ça on ne le dit pas assez, l'insuffisance de la production agricole et de l'eau, et puis ce sont des famines, des épidémies qui vont pousser les populations à aller voir ailleurs. Mais c'est aussi très souvent, pour des raisons bien sûr de sécurité, alors c'est les guerres, c'est les tensions ethniques ou religieuses,
et c'est la répression, c'est le non-respect des droits de l'homme. Ce qui entraîne des flux migratoires à travers le monde, comme ceux que vous voyez ici, très souvent des pays du Sud vers les pays du Nord, mais intéressant aussi, non seulement vous avez des transferts nord-nord, alors c'est typiquement les Irlandais qui partaient aux États-Unis, mais de plus en plus, vous allez assister à un développement des échanges commerciaux sud-sud. Vous avez une croissance exponentielle du commerce international entre la Chine, l'Inde, le Brésil, les pays d'Asie du Sud-Est et dans une certaine mesure la Russie, qui croissent plus rapidement que les transferts commerciaux entre ces pays-là et les pays du Nord. Vous allez probablement vous retrouver d'ici 20 ans à aller dans des pays comme l'Inde ou les Émirats, non pas pour faire de l'investissement étranger ou de l'exportation, mais vous irez au siège de vos entreprises qui seront là-bas. Donc ça ne sera plus un modèle où les grandes entreprises auront des sièges en Occident et on dira à ces pays ce qu'il faut faire. On va avoir des pays, comme on commence à le découvrir à travers, par exemple, les investissements chinois à travers le monde, on va avoir des sièges de multinationales dans ces pays et on va avoir des flux migratoires de gens qui, tout naturellement, iront là où seront les nouveaux centres de pouvoir. Je ne dis pas ça pour faire peur, mais on n'est parfois pas suffisamment conscient de ce genre de choses. Et alors, reste une notion très intéressante qui est la notion de solde migratoire. En gros, vous avez en bleu sur ce graphique, vous avez les pays dont la démographie est tellement faible qu'elle n'arrive pas à se subvenir à elle-même. Les pays ne peuvent pas se subvenir à leurs besoins. Donc, on est obligé d'aller chercher des migrants. Et vous avez les pays en brun qui sont ceux qui vont aller vers les autres. Et ce n'est pas seulement aller vers les États-Unis, l'Europe, la Russie ou l'Australie, mais vous voyez que vous avez des mouvements, par exemple, on ira beaucoup sur les Émirats, à Dubaï. Vous avez toute une population asiatique plus pauvre qui considère actuellement qu'un autre pays qui est aussi en développement devient un lieu de destination migratoire. Sur l'Europe, eh bien, les flux sont du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest, avec ensuite toutes sortes de mouvements à l'intérieur de l'Europe de l'Ouest. Les accords de Schengen, vous le savez tous, c'est 25 pays signataires. Voilà en bleu la géographie de Schengen, où comme vous le savez très bien, la Suisse est maintenant intégrée dans les accords de Schengen. Donc les octrois de visa se font une fois pour toutes et ensuite il y a libre circulation. La perfide Albion a, bien sûr, comme d'habitude, décidé de ne pas rejoindre cette zone. Je ne fais pas de commentaire pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et vous avez cette zone verte qui représente ce que très souvent chez nous, une partie de la population craint, et je peux le comprendre, parce que là, vous aurez forcément des migrations de pays qui étaient de l'ex-Europe de l'Est, qui vont venir soit pour des raisons économiques, surtout pour des raisons économiques, soit parfois quelques autres, s'installer chez nous. Il y a deux types d'immigration. Il y a les immigrés pauvres et il y a les immigrés très riches. Alors, la première catégorie, c'est typiquement ce qu'étaient les Irlandais aux États-Unis, ou bien les Indiens à Dubaï, ou bien les Turcs en Allemagne, ou bien les Italiens, les Espagnols, aujourd'hui les Kosovars chez nous. C'est en général des travailleurs qui, ma foi, s'occupaient de tâches que le Suisse ou la population locale ne souhaitait pas trop faire. C'était donc une sorte de main-d'œuvre assez bon marché. Et puis vous avez, ce qui est plus récent, une autre immigration, qui est une immigration extrêmement qualifiée. Alors, il y a ce qu'on ne sait peut-être pas suffisamment. Par exemple, les États-Unis ont favorisé ce qu'on appelait l'immigration qualifiée. Et un jour, je parlais avec le président de la Banque Centrale Européenne, Trichet, et il disait la principale différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que les États-Unis ont, de façon absolument concertée, fait venir les talents indiens dans la Silicon Valley,
ont tiré parti au maximum de l'intelligence de ces immigrés-là, mais qui étaient triés sur le volet. C'était tous des gens qui avaient des titres universitaires très élevés. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand vous voyez l'économie indienne, les gens circulent de nouveau entre les États-Unis et l'Inde parce qu'ils ont l'habitude. Et le salaire des CEO en Inde sont aujourd'hui à peu près équivalents à ceux des États-Unis parce que c'est des gens qui transhument entre ces deux réalités. Donc on a chez nous, dans les pays développés aujourd'hui, vous avez des chercheurs dans les grandes universités, et puis vous avez cette autre catégorie assez étonnante de gens qui représentent des multinationales. Alors on l'a sur l'arc lémanique. Ma foi, vous avez des sociétés américaines, des sociétés de pays émergents, RAP par exemple, ben, ils mettent quelqu'un de chez eux comme CEO de leur boîte. Et c'est ceux-là qui sont ces nouveaux immigrés, c'est ces fameux Allemands que les Iroquois ont de la peine à supporter, ou bien, alors là je fais une petite incursion déjà sur l'immobilier, Lugano, jadis les Suisses n'étaient pas très contents parce que c'était les Italiens qui occupaient le front du lac, les Suisses étaient derrière. Aujourd'hui les Italiens sont en deuxième rang, les Suisses sont en troisième rang parce que le front du lac est occupé par des Russes. Donc vous avez ces espèces de gens très riches qui viennent, c'est pas bien parce qu'ils occupent nos maisons, parce qu'ils occupent les écoles internationales, parce que tout ça, mais en même temps, ils viennent parce que c'est le corollaire du développement économique de nos régions. Donc vous avez ces deux types d'immigration, l'immigration qui vient de tout en bas et l'immigration de gens qui sont en général très qualifiés et qui viennent d'en haut. Si je regarde l'immigration en Suisse, je vois, je prendrai que les chiffres d'en haut, que sur une population de 7,8 milliards, vous avez 6,1 milliards qui sont des Suisses et 1,7, 1,8 milliards millions, pardon. Excusez-moi, il faut faire un graphique parce que le type il s'est planté. Je reviens à l'échelle suisse, vous voyez. Je zappe, j'étais l'autre jour, je travaille avec un monsieur qui s'appelle Arnold Schwarzenegger. La grande différence quand on discute, c'est que moi je parle en centaines de francs et lui il parle en milliards. Mais bon, donc il faut remettre les échelles à leur place. Les millions en francs suisses, vous avez quand même déjà un 22% de la population qui est d'origine étrangère. Et quand je regarde ici l'évolution, alors personnellement je ne suis pas du tout UDC, mais les chiffres sont les chiffres. Vous aviez en 1950 5,9% de la population qui était d'origine étrangère. 10 ans plus tard, c'était monté à 9,3. Puis 10 ans plus tard, à 15,9, il y a eu un petit tassement, c'est resté un peu comme ça. Maintenant, en 2000, on était à 19,3 et actuellement, on est à 22%. Donc c'est quand même assez impressionnant comme évolution de chiffres. Personnellement, et vous allez le voir, ça ne me choque pas, mais il faut savoir, en termes de chiffres purs, que la population étrangère a pratiquement quadruplé en 60 ans, et que quand on regarde l'évolution des étrangers par rapport aux Suisses, ben, ce qui en fait sauve la population entre guillemets suisse, c'est les naturalisations, donc c'est une fois de plus des étrangers. Nous avons, avec l'Australie, un des taux de présence d'étrangers sur notre sol les plus élevés. Et j'insiste sur le fait que ces étrangers, ça c'est vraiment une conviction, sont souvent très bien intégrés. La force de la Suisse, mesdames et messieurs, ça c'est une conviction de ma part, la force de la Suisse, c'est qu'on a été capable de faire venir chez nous des gens qui étaient d'origine espagnole, d'origine anglaise, d'origine russe, d'origine américaine, et que tous ces gens-là, chez nous, acceptent de travailler. J'ai travaillé dans beaucoup de pays du monde, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir le même résultat à Paris, ou à Londres, ou à New York. C'est parce que ces pays vont être ethnocentriques et ils voudront avoir des gens de chez eux aux commandes. La force de la Suisse, ça a été d'être capable de monter des assemblages avec des gens de toutes sortes de pays. J'ai longtemps, 14 ans, travaillé chez Nestlé. Pour moi, une des forces, c'était que le matin, quand on était un groupe, on disait, bon, alors aujourd'hui, on parle quelle langue? Et on tâchait de trouver une langue que personne dominait trop. Donc ça ne devait pas être l'anglais, ça ne devait pas être le suisse-allemand, ça ne devait pas être le français. Chercher une langue, des fois c'était l'espagnol, où tout le monde aurait un peu le même désavantage dans la discussion pour que personne soit favorisé. Donc cette espèce de culture
multiculturel, c'est à mon avis ce qui a fait la force. Vous prenez les grands banquiers genevois, Lombard, on se demande d'où ça vient, Turrettini et plein d'autres. C'est cette assimilation des étrangers qui font que la Suisse est devenue ce qu'elle est. J'aimerais aussi vous signaler que sans immigration, dans 50 ans, s'il n'y avait pas d'immigration, si ça s'arrêtait aujourd'hui, dans 50 ans, la Suisse aurait 1 million d'habitants en moins, et à la fin du siècle, nous n'aurions plus que la moitié de la population existante. Donc la question se pose de savoir si c'est vraiment un mal ou si ça nous est utile. À mon avis, c'est quelque chose qui a vraiment des avantages. C'est une force de travail nécessaire au développement économique du pays, à la fois les dirigeants de multinationales, mais aussi de multinationales qui viennent s'établir chez nous, mais c'est aussi les cadres de nos grandes multinationales qui envoient des gens à l'étranger, mais en même temps qui prennent des gens de toutes sortes d'autres pays pour leur donner un vernis de ce qui se passe chez nous, puis ensuite on les renvoie. C'est des chercheurs scientifiques, et en bas, c'est la main-d'œuvre. Ça a un impact aussi très positif sur la demande. Lorsqu'au niveau mondial, on regarde l'évolution, par exemple, des courbes économiques, très souvent on entend dire « Ah, un des grands problèmes, c'est qu'aux États-Unis, la natalité est trop faible et ça aura un impact sur la demande, et puisque la demande des États-Unis dirige un peu la demande mondiale, quand il y a trop peu de naissances aux États-Unis, c'est les pays émergents qui toussent parce qu'on ne peut pas exporter sur des pays où tout d'un coup quelqu'un va consommer. » Et pour moi, l'élément clé, c'est qu'à travers cette immigration, nous allons nous retrouver avec une population plus jeune. Si nous n'avions pas cette immigration, bonjour les dégâts, pour l'AVS, pour toutes les prestations sociales, il nous faut une population plus jeune, dans une pyramide d'âge plus jeune, pour que les vieux puissent tranquillement, enfin les vieux j'en fais partie, vivre leur vie. Il n'y a rien? Oh, j'attendais. Vivre leur vie de retraités. La population a aussi des inconvénients, la population étrangère. Bien sûr, c'est parfois des problèmes d'adaptation, des questions identitaires. C'est une concurrence à nos employés locaux lorsque l'économie va mal. Et là, je suis absolument d'accord avec Xavier Comtesse. Je pense que le franc fort va entraîner un retournement de conjoncture beaucoup plus rapide que ce à quoi on s'attendait. Et là où la Suisse doit changer un petit peu de rythme, c'est que notre culture de consensus est parfaite tant qu'on a le temps, tant qu'on donne du temps au temps. Mais je pense qu'il va y avoir des retours de manivelle beaucoup plus rapides. Et il faut qu'on soit capable d'avoir des processus de prise de décision au niveau fédéral rapides pour nous adapter à ce qui est en train de se passer avec le Francfort. Je suis dans 2 des conseils d'administration, on a été obligé de réduire le personnel suisse et on recrute à New York et on recrute à Francfort des gens qui font ce qu'on faisait faire aux Suisses. Mais évidemment, c'est beaucoup plus profitable d'avoir un professeur d'université américain ou allemand que suisse, parce que pour la même capacité de neurones, il va coûter 20 ou 30% moins cher. C'est triste, mais c'est une réalité. Alors, je pense que le Francfort va entraîner un impact beaucoup plus corrosif qu'on ne l'imagine sur notre économie. Il faut qu'on soit capable d'agir très vite. Bien sûr, il y aura pression sur le logement. Et puis, il y a ce problème, alors qui, moi, me préoccupe beaucoup, de la sécurité. Et je vois une corrélation, hélas, forte, je suis alors tout sauf xénophobe, mais il y a une corrélation, hélas, forte entre certaines catégories d'immigrants et l'insécurité dans notre pays. L'évolution démographique dans le canton, alors on en a beaucoup entendu parler, j'ai plus rien. Je me vois moi, c'est... Voilà. L'évolution dans le canton, je voulais simplement dire que là aussi, vous avez ce que je viens de dire au niveau suisse, mais beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que pour à peu près 492, pas que je me trompe, 1000 habitants, on a 215 000 étrangers. La croissance des Suisses, c'est 0,9. Mais dans ces 0,9, une bonne moitié, c'est déjà de l'immigration, c'est des naturalisations. Et puis les étrangers, c'est 2,8. Dans notre canton, mesdames et messieurs, la population étrangère, ou les gens d'origine étrangère, représentent un peu plus que 30% de la population du canton. Merci. Oh, je ne vais pas défeinter, mais je transpire. Merci beaucoup.
ça a des conséquences sur l'aménagement du territoire. D'une part, l'extension, la densification des zones urbaines et semi-urbaines, la nécessité d'offrir dans chaque région alors, des postes de travail, des logements, des infrastructures, des écoles, des centres commerciaux, des loisirs. Je pense que dans ces agglomérations, on doit absolument inclure les étrangers. Il n'y a rien d'aussi moche que les banlieues parisiennes où vous avez toute cette insécurité de gens du Maghreb ou d'Afrique. Ce n'est pas parce que c'est des gens du Maghreb, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas été inclus à la vie de la cité. Donc c'est important, puisqu'ils sont là, de les intégrer dans notre vie. Et puis en même temps, bien sûr, le développement des zones vertes. Chacune de ces régions doit devenir une sorte de bassin économique propre par lui-même et équilibré. Et je pense personnellement, c'est la fin de ma première partie, que le Nord vaudois va se développer comme conséquence absolument naturelle du développement de l'arc lémanique. Je suis extrêmement confiant sur l'avenir de ce Nord vaudois. Voilà pour la partie démographique qui vient peut-être un peu compléter ce qu'on a vu ce matin. Et je passe au sujet de l'urbanisation. Alors quand vous regardez le développement des villes et des campagnes au niveau mondial, on a déjà dépassé, même dans les pays de ce qu'on appelait le tiers-monde, on a déjà dépassé plus de la moitié de la population qui vit dans des villes aujourd'hui. Et d'ici 2030, on devrait arriver à peu près 60% de la population mondiale dans les villes. Alors en Europe, on est plutôt sur du 78%, aux États-Unis sur du 86%, mais vous voyez que même en Chine, par exemple, vous êtes déjà à 61% de population urbaine. Là, il y a quelque chose, j'adore ce graphique, qui est c'est exactement ce que les gens favorables à l'initiative sur l'école n'aimeraient pas, c'est donc une déscolarisation de la géographie. Cette carte du monde a été gonflée là où vous avez des villes de plus de 5 millions d'habitants et réduite là où vous ne les avez pas. Donc vous vous rendez compte que tout d'un coup l'Europe s'est étiolée parce qu'on n'est pas du tout un continent à grande ville. Les États-Unis gardent à peu près leur taille. Une partie de l'Amérique latine, les régions Sao Paulo, Mexico, ont augmenté. Vous avez une Afrique, comparée l'Afrique et l'Europe, qui est complètement gonflée, on dirait un canard juste avant de faire du foie gras. Et puis, sur l'Asie, regardez l'Inde qu'on ne reconnaît plus, tellement elle a enflé avec ses mégapoles. Et ça, c'est très très intéressant à garder en tête, parce que c'est la réalité de notre monde. Cet accroissement démographique va impliquer une densification du tissu humain. Le monde va s'organiser autour des villes. Et jadis, dans les pays du tiers-monde, le passage, en tout cas lorsque j'ai fait mes premiers voyages dans tous ces pays-là, toujours on me disait, oh là là, passer de la campagne à la ville, c'est synonyme d'une qualité de vie inférieure, c'est la prostitution, c'est la misère. Aujourd'hui, et notamment sur les villes chinoises, c'est tout à fait l'inverse. Vivre dans une nouvelle ville, c'est avoir une vie meilleure que de vivre dans les campagnes. Et donc, l'urbanisation s'accompagne d'un phénomène d'amélioration de la qualité de vie. Ça, c'est de nouveau un phénomène totalement nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine quand vous regardez les principales villes du monde. Alors, Tokyo, aujourd'hui, est la plus grande, avec 35 millions d'habitants, et Tokyo restera la plus grande. Mais regardons les autres. New York, qui est aujourd'hui la deuxième ville du monde, va être rétrogradée d'ici 15 ans au 7e rang. New York ne sera que la 7e ville du monde. Et vous vous retrouvez avec des petits machins comme Dhaka, la capitale du Bangladesh. Je parie qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui sont allés à Dakar. Eh bien, mesdames et messieurs, Dakar sera la 4e ville du monde. C'est beaucoup de fois la vallée de Joux, c'est beaucoup de fois tout le canton de Vaud, c'est beaucoup de fois tout ce que nous sommes. C'est très très impressionnant, c'est 3 fois la Suisse, juste la capitale du Bangladesh. D'autres choses qui m'avaient fasciné, c'est que vous voyez monter, alors des villes comme Los Angeles disparaissent complètement du palmarès,
mais vous voyez monter des villes comme Kinshasa, et si vous regardez un peu derrière, vous avez Lagos, vous avez le Caire, toutes ces villes sont dans le top 20 mondial. Donc on a un bouleversement de la géographie des mégapoles à travers le monde. Il y en a une que je connais bien, parce que j'ai eu l'occasion d'y travailler, c'est Chongqing. Alors, Chongqing, c'est quoi? Chongqing, c'est en fait, j'ai été gentil, j'ai mis 15 millions d'habitants, c'est en fait une ville, une municipalité autonome en Chine de 30 millions d'habitants, dont en tout cas 15 sont le centre urbain. Ça a été la capitale de la Chine sous Chiang Kai-shek, c'est un endroit pourri sur le Yangtze supérieur. Et il y a un monsieur qui s'appelle Bo Xilai, j'ai travaillé pour lui, c'était l'ancien ministre du Commerce de Chine, et on l'a envoyé comme syndic de cette ville. Il a 3 missions. Mission numéro 1, quel que soit le taux de croissance de la Chine, il doit faire x2. Donc en gros, si la Chine c'est 11%, lui doit se taper du 22% de croissance annuelle chaque année. Mission numéro 2, comme il est au milieu d'une zone rurale, écoute, tu vas te débrouiller mon petit, chaque année, tu vas nous trouver 500 000 jobs. 500 000 jobs. Tu vas faire un petit Zurich comme ça chaque année supplémentaire. Alors 500 000 jobs, 500 000 habitat, enfin de l'habitat pour 500 000 personnes, des écoles pour 500 000 personnes, des toilettes avec des égouts pour 500 000 personnes, de l'électricité pour 500 000 personnes, etc., etc., etc. Et ils le font. Et troisièmement, et d'ailleurs au passage, on attend de toi que tu réduises le ecological footprint, c'est-à-dire que tu améliores le statut écologique de cette ville. Et ils y arrivent. Alors pourquoi est-ce qu'ils y arrivent? Ils y arrivent parce qu'ils ont mis un argent colossal, et ils y arrivent parce qu'il y a une volonté politique de le faire. Et cette volonté, j'ai comparé par exemple celle de Chongqing et celle de Los Angeles, ça n'a rien à voir. D'un côté, vous voulez faire, et puis de l'autre côté, il y a des négociations, des permis à obtenir, toute une bureaucratie qui fait que ça ne se passe pas de la même manière. Ce que je voulais vous dire, c'est que même là où on met le défi et la barre très haut, ces grandes villes peuvent arriver à leurs objectifs, à condition qu'on le veuille. Il y a aussi la création de villes ex nihilo. Des Brasilia qui n'existaient pas, des Abuja au Nigeria, des Las Vegas, c'est connu, des Dubaï, des Abu Dhabi, des Doha au Qatar, ou bien cette ville, peut-être que vous en avez entendu parler, la King Abdullah Economic City. Je suis allé la voir juste avant Noël. Ils sont en train de construire dans le désert, là où il n'y avait rien, mais il n'y avait même pas un hameau de pêcheurs, une ville de 2 millions d'habitants sur les bords de la mer Rouge, en construisant. Alors ça, c'est le paradis, évidemment, de tous les promoteurs. C'est extraordinaire. Et puis, dans ces villes, il y a 2, 3 petites choses, d'ailleurs pour l'anecdote, qui sont intéressantes. À Riyad, la capitale, une femme qui ne mettrait pas son voile se ferait lapider. Je suis allé visiter une université, l'université pour femmes. Tout était construit de telle sorte que depuis la rue, personne ne puisse voir une femme dans l'université. Là, dans ces nouvelles villes, les mœurs se relâchent et les femmes pourraient même aller au restaurant sans être voilées. Donc on profite, avec ces développements de ville, d'introduire aussi des développements culturels et sociaux. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien à démolir, puisqu'il n'y a rien. C'est qu'on a une page blanche, c'est que l'architecte et l'ingénieur peuvent se permettre d'aller en fonction des besoins contemporains, qu'on peut adopter directement les dernières technologies et faire ces prouesses architecturales, ces tours absolument abracadabrantes, les 1001 nuits, c'est le cas de le dire, et qu'on peut en plus prévoir l'extension. On peut très bien planifier la manière dont on va passer d'une ville de 2 millions à une ville de 5 millions d'habitants, dès le départ. Par contre, c'est souvent artificiel. La volonté des gens d'aller vivre dans ces villes n'est pas toujours là, parce qu'ils ont des amis là où ils ont vécu jusqu'à présent, donc il faut essayer de déplacer des groupes entiers de personnes pour que les amis restent ensemble. Et puis, il y a des difficultés de timing et de cohérence, parce que vous devez tout construire. Vous devez construire l'infrastructure, vous devez construire les centres d'énergie, en même temps que vous devez construire l'urbanisation. Puis c'est un challenge, vous n'avez strictement aucune idée, quand vous construisez tout ça, s'il y a quelqu'un qui va venir dans votre ville ou pas. Ce n'est pas ceux de Dubaï qui vont me contredire. 2 types de villes. Vous avez les villes étalées, vous avez les villes en hauteur. Alors dans les étalées, vous avez Los Angeles, et souvent les villes européennes. Parce qu'on aura des plans, pas plus que 6 étages, là on est dans le centre de Paris, ou on est dans Londres. Et puis vous avez ces autres villes, comme Hong Kong, comme Tokyo, où on va essayer de maximiser l'utilisation du mètre carré.
Dans la première, vous avez des villas individuelles, vous avez des jardins, vous avez évidemment une architecture historique. Et dans la deuxième, vous avez une efficience. En Suisse, on a évidemment des choses, mais à une échelle beaucoup plus limitée. On va se retrouver avec quand même une augmentation très marquée de notre population urbaine au cours des dernières années, et puis une nouvelle conception de l'urbanisme. Il s'agit désormais de créer des agglomérations, des quartiers qui sont autosuffisants, avec des logements autant que possible proches du travail, qui ont pris de plus en plus de gens qui vont travailler en home office, l'utilisation de matériaux énergétiquement efficients, la proximité d'écoles, la proximité des services publics, la proximité des centres commerciaux. Je vous donne, j'étais cet été dans une ville de Colombie, où j'ai découvert un truc très marrant, dans un immense centre commercial. Pour que madame puisse aller faire son shopping, on a créé une garderie pour enfants. Alors c'est une ville dans le centre commercial, et les enfants, ils peuvent, ça c'est pour les promoteurs de chez nous, les enfants, on leur donne des métiers. Alors, ils touchent l'équivalent de 10 $, et ils peuvent soit le dépenser, être consommateurs, soit être des gens qui travaillent. Alors on peut aller à la pizzeria, et on fait sa pizza, et à la fin on touche, on peut aller à l'usine de Coca-Cola, et puis on touche une bouteille de Coca-Cola comme salaire. Des choses comme ça. Et tous les enfants vivent une vie d'adulte. Les miens étaient allés reporters de télévision. Ma fille était reporter de télévision, mon fils était champion olympique, je crois qu'il était interviewé, quelque chose comme ça. Les enfants se prennent au jeu. Et pendant ce temps, les parents ont le choix entre faire le shopping, mais quand même on a organisé une garderie pour parents. Bon. Dans ces immenses centres commerciaux, vous pouvez lancer ce genre de gadgets. Bien sûr, tout ça doit être lié au transport en commun. On a une nouvelle conception de l'urbanisme, avec surtout la réduction du temps de déplacement et la réduction du CO2 de déplacement, les espaces verts, le traitement de l'eau, de l'air et des déchets, et de très très fortes infrastructures inter-agglomérations. Tout ça, ça fait que, et là je vais être très bref parce que ça a été très bien couvert par le conseiller d'État, on se retrouve avec un plan directeur. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on concilie la vitalité économique avec l'accueil des entreprises chez nous, la demande de logement qui en résulte et le cadre de vie quand même adéquat, la préservation des sites, l'agriculture et la nature, la mobilité, si possible avec des transports en commun, les nouvelles énergies et les espaces de loisirs. C'est, au fond, le défi de demain, c'est d'arriver à quelque chose d'harmonieux entre tout ça. Alors, pour répondre à ces questions, on a la loi sur l'aménagement du territoire et le plan directeur. J'aimerais signaler les 3 axes dans le canton, qui sont de localiser l'urbanisation dans les centres urbains déjà existants, qui sont de développer une mobilité multimodale et qui sont de protéger l'homme et l'environnement contre les risques liés aux hommes précisément. Vous avez toute une série de plans, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Vous avez, alors ça c'est bien la Suisse, des procédures précises, complexes, lourdes et lentes pour les autorisations. Et alors ce qu'il faut, c'est éviter un habitat dispersé. Ça a été dit par plusieurs des intervenants, c'est tout à fait juste. Il ne faut pas oublier que le nombre de maisons individuelles dans notre pays a doublé en 30 ans. Le nombre de villas a doublé en 30 ans. Et 54% de l'ensemble des bâtiments résidentiels sont des villas. Alors, ça entraîne plein d'inconvénients, un grignotage du sol disponible, la dégradation du patrimoine, la nécessité de renforcer nos infrastructures, un accroissement du trafic, des embouteillages. Vous saviez peut-être que sur 100 km parcourus en voiture par un Suisse, 42 km correspondent à ses loisirs, ce qui est quand même extraordinaire et un signe de développement. On sait que la probabilité d'emption a été politiquement quelque chose d'assez inacceptable, d'impopulaire. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va d'une part essayer d'augmenter et de densifier les zones à bâtir. On va faire une densification sélective pour avoir un coefficient d'utilisation au sol d'à peu près 0,4 au moins. On va, pour atteindre cette densification, construire plus en hauteur et j'ajoute en profondeur. Aujourd'hui, c'est devenu complètement normal qu'un centre commercial n'ait pas de fenêtres. Donc on peut mettre une partie des activités
en sous-sol. Le but, c'est d'éviter le bétonnage des campagnes. Il faut viser, j'en suis persuadé, la mixité des projets, c'est-à-dire des logements commerciaux et loisirs, entre logement et ce que vous appelez activité. Et pour moi, l'élément central, c'est que dans cette mixité, il faut garder de la souplesse. On ne peut pas tout prévoir dans un plan directeur 5 ou 10 ans auparavant. On en parlait tout à l'heure avec le conseiller d'État. C'est vrai qu'il faut aussi un temps assez court entre la prévision du plan et son exécution. Parce que sans ça, comme toujours, c'est la même chose dans les business plans économiques. Ce qu'on a prévu, la vie réelle est jamais comme ce qu'on a prévu. Donc à mon avis, et ça c'est un postulat fort, il faudrait qu'on soit capable, tout en respectant la loi, d'avoir de la souplesse dans la mixité des plans de quartier et des plans partiels d'exploitation. Je prends 2 exemples. Le grand exemple de l'Ouest lausannois, où on a à peu près 2 millions de mètres carrés, à peu près 60% de logements et 40% d'activités. Bien malin, celui qui pourra m'expliquer ce qu'on va faire avec les 40% des activités. Donc il faut là aussi une réflexion en profondeur, mais en même temps un peu de souplesse. Un autre exemple, c'était l'Hôtel Royal, où on avait pu choisir une affectation mixte qui aurait été hôtelière et administrative. Ça aurait permis l'implantation d'une très grande entreprise dans le domaine, je n'ai pas le droit de la nommer, mais dans le domaine du luxe, et toutes les retombées positives que ça aurait eu sur l'économie. Bon, le plan ne l'a pas permis, donc l'économie n'a pas pu en bénéficier. Donc je pense que cette souplesse est un élément très important pour nos plans. Le Nord vaudois, eh bien, la croissance économique, je suis persuadément, contrairement à ce que pensent en tout cas les Verts par exemple, voire même certains de mes amis verts libéraux, je pense que la croissance économique est une bonne chose. Je trouve un peu désuet les discours selon lesquels la croissance économique porte plus d'inconvénients que d'avantages. C'est une bonne chose, en tout cas c'est ma conviction, mais par contre elle doit s'accompagner d'un développement durable, car équilibré. Je n'aurai pas le temps de vous parler de toute la partie écologique, je vais m'arrêter là, mais il faut absolument introduire des éléments d'éoliennes, et vous pouvez aujourd'hui introduire des éoliennes verticales sur axe vertical qui s'intègrent dans un site urbain. Il faut introduire du solaire, et je pense là plutôt aux panneaux solaires. On a à Yverdon des gens comme Excel, on peut faire du très bon travail avec les toits. Il faut un fort dynamisme de l'arc lémanique qui, à mon avis, va... Oui, ça alors je suis absolument d'accord. Et puis comme le disait Clavier Clantès, dès qu'on a pris la décision, il faut l'exécution rapide. Donc vous et moi on est d'accord, avant la fin de cette conférence, on est tous au frais. Et puis on ira demander à Benjamin Fourrure pour pas prendre froid, hein? D'accord. Alors, il faut que ce fort dynamisme de l'arc lémanique, qui bien sûr a des nuisances, la pression sur le logement, les écoles internationales, les fameuses déficiences d'infrastructures, et je trouve personnellement dommage que notre canton soit assis sur un tel excédent et qu'on ait si peu investi dans les infrastructures. Donc, je me réjouis de savoir que c'est en train de se corriger, mais là aussi c'est une question de temps, il ne faut pas trop attendre. Nous devons moderniser ces infrastructures, et puis j'ai une conviction qui est que l'effet phare de Genève va amener un business, un développement économique dont nous allons tous, y compris dans le Nord vaudois, bénéficier. Vous savez, Genève, vue de Genève, c'est que des embouteillages. Genève, vue de Berne, c'est un machin qui pendouille au bout de la Suisse, on ne sait pas à quoi ça sert. Genève, vue de l'Afrique ou de l'Asie, c'est une des villes les plus importantes du monde, une des villes où les grandes décisions du monde se prennent. Et par conséquence, le nombre de multinationales qui viennent s'installer, au départ, elles visent Genève. Ensuite, il n'y a pas de place, alors ils viennent sur l'arc lémanique, de façon dégradée, sur Nyon, puis ensuite jusqu'à Lausanne. Mais tout ça va entraîner un besoin énorme d'infrastructures dans l'arrière-pays. Et je pense que cette région qui a un tissu industriel, une expérience, une expertise, un sérieux, va très rapidement, alors ça prend peut-être une dizaine d'années d'effet retard, mais va bénéficier de tout l'avantage de ce que c'est que l'arc lémanique. Donc je trouve qu'il y a un peu dommage d'écrire une sorte de dichotomie entre l'arc lémanique et le Nord vaudois. Pour moi, c'est la même région. J'irais même jusqu'à dire que le Grand Genève inclut Fribourg, peut-être même j'irais jusqu'à Berne.
peu importe. Mais quand les étrangers viennent chez nous et quand on arrive à voir ce développement, ça va avoir un effet bénéfique pour nous tous. Il est important d'avoir cet arrière-pays et je pense que la région où nous sommes ici va pouvoir se développer. Pour ce faire, ce qu'il faut, c'est développer les technologies. Alors vous êtes bien placés, vous avez l'Y-Park, vous avez, pour moi, une des meilleures écoles que j'ai connues, je dirais que c'est peut-être la 3e dans toutes les infrastructures technologiques de Suisse romande, qui est la HEIG, que je place personnellement juste derrière les PFL et le CSEM à Neuchâtel et avant toutes les autres. Donc vous avez une chance formidable d'avoir HEIG, vous avez cet Y-Park, vous avez ce qui est en train de se faire à Moudon, vous avez, je viens de le voir, découvrir ce 10% des exportations vaudoises depuis la vallée de Joux. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut investir sur les technologies, il faut investir sur la formation et il faut investir sur l'entrepreneuriat. Notre point faible, et je m'arrêterai ici, notre point faible, moi qui suis beaucoup allé vers la Silicon Valley, par rapport à la Silicon Valley, on a tout ce qu'il faut en matière d'innovation. On est en général numéro 2 mondial en matière d'innovation. Mais où on est faible, c'est le passage à l'acte. Et ce n'est pas parce que nos gens ne sont pas bons, mais c'est culturel. En Suisse, quelqu'un se lance et échoue, il y a la marque de Caïn sur son front, il s'est planté et on ne lui prêtera plus jamais. Alors qu'en Californie, quelqu'un qui a échoué 2 fois, on dit « Ah, il a commencé à comprendre, ce type-là, il a de la bouteille, je vais lui donner de l'argent parce que celui-là, il saura faire. » Et c'est tout la différence. S'il y a une chose sur laquelle, à mon avis, il faut qu'on travaille, c'est la prise de risque, la capacité d'oser, l'audace qu'on accorde à nos entrepreneurs, et quelque part, il faut des structures étatiques un tout petit peu pour accompagner cette audace. Et je suis persuadé que votre région peut extrêmement bien se développer, et que derrière ce développement économique, immédiatement, il y a tout ce qu'on a vu, le développement des constructions. Je vais m'arrêter là. Le reste de ma présentation est pour ceux qui n'ont rien à faire, pour les femmes qui s'ennuient, de la lecture de chevet, mais là, je vous assure, on s'endort tout de suite. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je tiens à répéter, je suis convaincu que cette région a un formidable potentiel de développement, et dans l'économie et dans l'immobilier. Merci. Merci à Claude Begley, quel beau message d'optimisme. Restez ici quelques secondes. Malgré la chaleur, je suis convaincu qu'il est prêt à répondre à 1 ou 2 questions. Alors si elle brûle, parce que c'est un homme passionnant, allez-y. Nos hôtesses sont prêtes avec les micros. Qui veut prendre la parole ? Bien, la chaleur a gagné, mais un grand merci à Claude Begley. C'est des messages comme ça dont a besoin ce pays, dont a besoin cette région. Et je crois que ça le passionne aussi parce qu'il y a quelqu'un qui lui est très proche, de la vallée de Joux. Ça, c'est un message pour la table des Combiers. Il vous en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, c'est une région qu'il a dans son cœur. Merci pour cette présence aujourd'hui, pour tout ce qu'il a fait. Et bonne chance aussi, puisqu'il est candidat au Conseil national. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, moi je vous remercie en tout cas pour votre patience et votre courage, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais atteint une pareille température à la Marive début septembre. C'est dû au climat pour une part, bien entendu, mais je crois aussi à la qualité des orateurs et bien entendu à votre présence, puisqu'on avait fait le plein. Je vous rappelle que vous pouvez visionner tous les exposés, y compris celui de Claude Begley, dans une demi-heure. Si vous voulez le présenter à des amis déjà ce soir par Internet, c'est possible. Vous pourrez également télécharger la liste des participants, l'écrit, et c'est important ce qui concerne Claude Begley parce qu'il y a passablement de documents qui font partie de la conférence que vous pourrez consulter. Pour ceux qui voudraient les recevoir par poste, je rappelle, près de la porte d'entrée ou de sortie au moment où vous partez, vous avez un bocal, vous glissez simplement votre carte de visite sans aucun message et pour nous c'est le signal qu'il faut vous l'envoyer. Et puis la dernière petite requête, en prenant l'apéritif auquel vous êtes invité au foyer,
prenez les 4 minutes qu'il faut pour remplir le questionnaire de satisfaction, ou prenez-le avec vous, faites-le tranquillement à la maison, et puis vous nous le renvoyez. Il nous est extrêmement utile pour la suite. Merci à toutes, merci à tous, et rendez-vous le jeudi 30 août 2012 pour la 7e édition du Forum économique du Nord-Vaudois. Bonne rentrée chez vous et bon week-end. She ain't real. She ain't gonna be able to love you like I will. She is a stranger. You and I have history, or don't you remember? Sure, she's got it all, but baby, is that really what you want? Blessed up, so you got your head in the clouds. You made a fool out of you, and boy, she's bringing you down. She made your heart melt, but you're cold to the core. Now rumor has it she ain't got your love anymore. Rumor has it.